pense que vous avez l'écran du diaporama en vision. Si ce n'est pas le cas, signalez-le nous. Et je passe la parole à Loïc Hibert pour présenter un premier exemple de station et si on a le temps, peut-être même un deuxième. Merci, bonjour à tous. Donc, je vous propose cette première station. Nous, Armand, c'est des stations de 7 minutes. Donc, forcément, on est limité dans les objectifs d'évaluation. On ne peut pas évaluer une prise en charge globale et le suivi d'un patient. On est obligé de se limiter, de saucissonner un petit peu la compétence clinique et la prise en charge patient. Donc, on essaye de suivre les données de la littérature pour évaluer 1 à 3 éléments de la compétence clinique entre l'interrogatoire, l'examen physique, les investigations complémentaires, puis les habiletés relationnelles et organisationnelles. Donc, vous voyez cette station qui est la consigne qu'ont les étudiants devant la porte et qui les retrouvent sur la table dans la salle. C'est en situation d'urgence. C'est un homme de 53 ans qui est admis pour une douleur thoracique. Et il y a quelques lignes de contexte. Vous êtes interne débutant aux urgences du CHU de Rouen. L'infirmière vous sollicite à 9 h du matin pour interroger ce patient de 55 ans qui se plaint d'une oppression thoracique. Il est particulièrement agité, angoissé. Ses constantes sont les suivantes, avec une pression artérielle à 17,11 au bras droit, 165-105 mm de mercure au bras gauche, fréquence cardiaque 75, il n'a pas de fièvre. Et les instructions, c'est vous avez 7 minutes pour l'interroger, prescrire les examens complémentaires et interpréter l'examen complémentaire qu'on va vous fournir. Et voici l'examen complémentaire. Alors moi, en tant qu'urologue, je n'ai pas beaucoup de compétences, mais il semble que ça soit assez typique d'un problème coronarien niveau second cycle. Voilà, donc on va vous montrer un court extrait de la station. Bonjour. Alors dites-moi, vous venez parce que vous avez un mal dans la poitrine, c'est ça? Oui. D'accord, ça commence depuis combien de temps? Environ 1 heure. D'accord, depuis environ 1 heure. Ouais. Ok, vous avez des problèmes de santé, de l'hypertension, du diabète, des problèmes cardiaques? Pas à ma connaissance. Dans la famille non plus? Dans la famille, oui, si, j'ai mon frère qui a fait un infarctus. D'accord. Ok, il a fait à quel âge ça? 50 ans. D'accord. Est-ce que vous toussez? Non. D'accord, la douleur, elle est dans la poitrine, Oui. c'est ça? Oui. Est-ce qu'elle part ailleurs, dans le bras, dans la mâchoire? Oui, oui. Pareil, mâchoire. D'accord. Ok, très bien. Ça vous a jamais fait ça avant? Jamais. D'accord, la douleur, elle serre? Oui. D'accord. Ok. Très bien. Du coup, je vais presque des bilans complémentaires de la douleur thoracique de la dame. Je fais un électrocardiogramme, une radiographie de thorax, une biologie avec une NFS, un ionogramme. Ok, peut-être on peut commencer la discussion avant de vous montrer la grille ou s'il y a des réactions particulières. C'est bon, on est entendu. Oui, vous ne trouvez pas parce qu'il y avait des fautes à Bon, on va reprendre et on va vous exposer la grille. Donc, c'est une station de 7 minutes avec de l'interrogatoire, de la prescription d'examens complémentaires. Donc, on s'est volontairement limité un nombre d'items par convention de façon arbitraire avant nos stations de 20 minutes. Les consignes données, c'est qu'elles ne doivent pas dépasser 20 items observables et évaluables. Vous voyez que c'est des grilles type liste de vérification binaire, type checklist, c'est fait ou non fait. On vous a mis la cotation
la pondération à côté. Et les consignes qu'on donne aux rédacteurs, c'est de toujours laisser 2 items inclus dans les 20 pour les habiletés relationnelles, les habiletés organisationnelles, étant donné que ce sont des critères, des items très subjectifs en termes d'évaluation. Là, on les cote avec une échelle qualitative en 5 points, de 0 à 5. Et en moyenne, on laisse entre 10 et 15% de la pondération pour ces types d'habiletés. Donc là aussi, on essaye de rédiger les items de façon à que ce soit des items univoques, c'est-à-dire une action observable. Chaque item un peu long a une explication dans les consignes aux observateurs. Bien sûr qu'ils doivent avoir lu et vérifié avec le responsable de station à l'avance pour que tout le monde s'entende sur la signification uniforme de l'item, de façon à ce que tous les items soient bien compréhensibles et qu'on puisse recruter des observateurs, pas forcément cardiologues en l'occurrence, pas forcément spécialistes de la discipline, ce qui risque de limiter le nombre d'observateurs. C'est la problématique qu'on a tous, c'est-à-dire qu'il faut des observateurs qui puissent s'approprier les grilles et qu'elles soient compréhensibles de façon identique pour tous les observateurs. Donc, vous voyez, c'est la durée de la douleur, l'intensité de la douleur. Est-ce qu'il a recherché des localisations habituelles? Est-ce qu'il a regardé les facteurs de risque? Évidemment, le risque de ces checklists, c'est de favoriser, comme l'a dit Thierry Pellassia au début de la séance, une collecte un peu exhaustive et non orientée des données. C'est-à-dire on mélange tout dans un chapeau et celui qui en a mis le plus dans le chapeau a la meilleure note. Donc, on s'efforce de limiter le nombre d'items en focalisant sur les points clés, les points essentiels pour la prise en charge de ce patient ou pour cet extrait de prise en charge, pour vraiment pas passer à côté de patients qui mettraient en risque, qui prendraient un risque pour la sécurité du patient. De même, pour la prescription d'examens complémentaires, on se focalise artificiellement sur les examens qu'il faut absolument prescrire. Donc, toute la problématique, c'est de rédiger de façon la plus fermée possible et la plus contextualisée possible les objectifs de la station et les consignes à l'observateur et expliciter au maximum chaque item de la grille. Moyennant quoi, ça fonctionne, ça peut fonctionner tout à fait de façon standardisée. Alors là, je vais peut-être amorcer la discussion. La problématique, c'est aussi qu'on rencontre à Rouen, c'est le recrutement et la formation des patients simulés standardisés, qui théoriquement doivent être des patients issus de la société civile ou des différents services médicaux, pas forcément, pas des comédiens professionnels, mais des gens qui sont prêts à rendre service, pas forcément des gens qui ont de l'empathie ou de l'antipathie pour les médecins, pas des personnes qui ont la pathologie en particulier décrite dans la station. Et il y a quelques séances programmées lors de notre rétro-planning de formation de ces patients. Et parfois, ça peut bugger malgré toute la volonté et le suivi qu'on y met, parce que vous voyez que cet homme de 55 ans, angoissé, dyspnéique, qui se tient la poitrine, qui a un syndrome coronarien aigu aux urgences, même si c'est 9 h du matin, ben c'est une jeune femme qui a l'air tout à fait détendue et en pleine santé, pour autant qu'on puisse en voir. Alors ça, c'est un bug tout à fait localisé, c'est la première fois que ça se produit à notre connaissance, mais ça peut arriver. Donc ça souligne une problématique pratique importante, qui est le recrutement des patients simulés et standardisés pour ces évaluations ou ces évaluations formatives de second cycle, avec des limites qu'on sorte, auxquelles on sorte en pratique. Et peut-être que l'annonce d'un financement orienté sur ces patients pourrait peut-être permettre d'améliorer le recrutement. On a des résultats à vous montrer à la fin qui montrent que finalement, cette station a bien fonctionné et aucun étudiant n'a fait la remarque particulière de
de la consigne. Ils étaient très concentrés, et en particulier ce circuit où le patient de 55 ans a été joué par cette jeune femme, il n'y a eu aucune différence de notation vis-à-vis des autres circuits. Donc, juste si on a quelques minutes. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a 22, tu vois, et je sais pas ce que c'est 22 chats. Ouais. Alors, on est en train de regarder le chat pour essayer de répondre aux questions. Bon, ok, donc on peut vous montrer un extrait d'un autre type de station qu'on a introduit depuis 3 ans dans nos ECOS. Vous voyez, c'est une station d'évaluation d'une habileté technique, puisqu'on est bien dans l'évaluation dans l'observation de la performance en situation de contexte simulé. On n'est pas dans l'évaluation de la compétence. Et donc, on introduit de façon progressive à dose raisonnable des stations qui évaluent des gestes techniques adaptés aux compétences techniques attendues d'un étudiant de fin de second cycle. Et donc, vous voyez, là, c'est la mise en place de gants stériles et la réalisation de points de suture chirurgicales. Et là aussi, on a essayé de rédiger les consignes les plus précises possibles. C'est-à-dire, vous avez 7 minutes pour mettre une paire de gants et réaliser 2 points de suture chirurgicaux à l'aide du matériel disponible. Et vous voyez peut-être ici en haut de la diapositive le petit dispositif de mousse pour s'entraîner aux sutures. Et il y a un certain nombre de consignes pour fermer au maximum la station et pour rassurer, préciser au mieux les tâches à accomplir par l'étudiant. Vous mettez les gants de façon aseptique, vous faites des points séparés, un seul passage d'aiguille. De façon arbitraire, ça sera uniquement au porte-aiguille. Vous réalisiez des nœuds doubles ou des nœuds plats ou des nœuds coulants, ce n'est pas le problème. Vous devez couper les fils de suture. Et vous n'avez pas à vous laver les mains ou de faire des choses particulières avant d'enfiler les gants. Alors, normalement, il y a un petit film aussi de quelques secondes. Ça passe comme une pince à épiler. Alors vous, hop, non, c'est, comment je fais pour sortir de là? Là, d'accord. Donc là, la problématique, c'est comment évaluer cette réalisation de gestes techniques, parce que vous voyez, il y a un point déjà rédigé et le rendu final du point, il est correct, mais c'est l'exécution du geste. Et là, on sort à la limite de cette checklist de vérification binaire fait ou non fait, qui est la plus facile à mettre en œuvre et la plus reproductible et qui permet de recruter plus facilement des observateurs non spécialistes. Là, quand on évalue un geste technique, la grille peut difficilement être autre chose qu'une grille d'évaluation qualitative avec une échelle type Likert. Et là aussi, vous voyez qu'on a rédigé les points clés avec 2 parties, la mise en place des gants et la réalisation de sutures, et en essayant d'expliciter au maximum en quoi consistait
l'item avec, vous voyez, on vous a figuré les pondérations attribuées en fonction de ce qu'on cochait pour chaque item sur l'échelle de Likert. Là aussi, c'est le point, c'est les items concernant la qualité des sutures. Alors, on n'a rien inventé, c'est emprunté du pendant technique de l'ECOS qu'on appelle OSATS, c'est-à-dire l'évaluation objective structurée des habiletés cliniques, qui est finalement la transposition technique de l'ECOS. C'est exactement la même chose. On se focalise sur un ou deux gestes techniques sur des stations de quelques minutes, et ça fonctionne très bien. C'est publié depuis plus de 20 ans. Et donc, on a essayé de l'adapter à quelques gestes techniques. La limite, c'est que forcément, pour évaluer chaque item de façon standardisée, les observateurs doivent avoir l'habitude de réaliser des points de suture, dans le cas présent, au cours de leur pratique. Donc, en gros, ça limite aux chirurgiens, aux urgentistes, pas forcément aux immunologistes ou aux infectiologues, par exemple. Donc, forcément, on est obligé d'avoir des observateurs spécialistes du domaine à évaluer. L'autre avantage cette station, elle a parfaitement fonctionné. On peut vous montrer les scores obtenus. C'était 2 stations extraites du circuit de cette année, 218 étudiants sur 10 stations. Vous voyez, on vous a figuré ici le score global de l'ECOS, le score à la station de cardiologie, avec les écarts types. Là, il y a une faute de frappe, j'en excuse. Et le score à la station suture. Vous voyez qu'on n'a vraiment pas été méchant. Le but, ce n'est pas d'être méchant, mais c'est de pouvoir juger de quelques habiletés techniques. En ce qui concerne l'appréciation globale de l'ECOS, vous voyez la distribution des scores qui sont évalués par des coefficients de distribution, le kurtosis et le Skounès, c'est des termes un peu barbares, mais que ceux qui sont régulièrement dans CIDES doivent connaître au moins 2 noms. Le kurtosis, c'est la façon dont la distribution des scores suit une courbe gaussienne normale, et on admet qu'un coefficient aux alentours de 3 montre une bonne distribution gaussienne des scores, ce qui est le cas pour ce circuit. Et donc, ça nous permet de classer les étudiants de façon logique. Et puis, le coefficient de Skounès, c'est le coefficient d'asymétrie de la distribution des scores. Et on admet dans la littérature qu'un coefficient de Skounès négatif est dévié vers la gauche, ce qui permet d'identifier de façon un peu plus facile les étudiants en difficulté. Puisqu'en tant qu'examen facultaire, et avec les limites psychométriques qu'on peut rencontrer, au moins ce type de cotation permet d'identifier les étudiants, d'identifier les étudiants en difficulté, ce qui est l'objectif important d'un examen facultaire. En termes de cohérence interne, on a pu établir des coefficients alpha qui sont qu'un des aspects de la fiabilité, de la reproductibilité, mais en termes de cohérence interne, c'est-à-dire si la façon dont chaque item de l'examen est corrélé avec le score global. Si on prend comme unité de mesure les stations, on a un coefficient pour cette promotion à 0,6. Et si on prend les scores obtenus à chaque habileté de base de la compétence clinique à travers toutes les stations, on est à 0,75 pour cette ECOS. Donc, notre expérience, c'est que bien sûr, il y a des limites, il y a des difficultés pour recruter les patients. On est obligé de saucissonner la compétence clinique, c'est un impératif si on veut avoir un nombre suffisant de stations. On se limite dans le nombre d'items à évaluer. Et moyennant quoi, on arrive à avoir des scores relativement cohérents qui, même s'il n'y a pas une discrimination extrême, il faudrait faire d'autres statistiques, permet au moins de classer les étudiants de façon logique et de ne pas passer à côté des étudiants en difficulté, ce qui est finalement un objectif pédagogique intéressant.